La romancière essayiste et scénariste Chantal Thomas, révélée par Les Adieux à la Reine, prix Femina en 2002, et autrice d'une œuvre d'inspiration historique et autobiographique, était vendredi 13 mars 2026 à la librairie Ombre Blanche pour la parution de son dernier roman, Femmes sur fond d'azur, aux éditions du Seuil, dans lequel elle raconte les destins de 6 femmes exceptionnelles, libres et inspirées, toutes séduites par la Côte d'Azur à partir du XIXe siècle, quand la mode de la villégiature d'été s'est installée. Elle était en dialogue avec le libraire Benjamin Lebras. Bonne écoute. Chantal Thomas, bonsoir et merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation de la librairie. Vous venez nous présenter votre nouveau livre intitulé Femmes sur fond d'azur, publié aux éditions du Seuil, comme la très grande majorité de votre œuvre. Et donc j'en profite pour remercier les personnes aux éditions du Seuil qui ont permis l'organisation de cette rencontre. Quelques mots de présentation. Vous êtes universitaire, essayiste, romancière. Vos travaux de recherche pendant votre carrière universitaire ont principalement porté sur la littérature et l'histoire du XVIIIe siècle, sur des auteurs comme Casanova ou le Marquis de Sade, par exemple. Et puis vous avez beaucoup aussi édité, fait des éditions critiques de textes de femmes, souvent dans un registre biographique, des lettres, des journaux, voilà, des choses dont on pourra reparler pour ce livre. Voilà, des éditions de textes de personnages comme la reine Christine de Suède, la duchesse de Montpensier ou Madame du Deffand, ou un petit peu après Madame de Staël également. Et vous avez également signé 3 romans très remarqués, des romans on pourrait dire historiques, qui ont en tout cas pour cadre ce XVIIIe siècle également. Les Adieux à la Reine en 2002, qui a été adapté au cinéma par Benoît Jacot. Le Testament d'Olympe, et puis L'Échange des princesses en 2013, qui a lui aussi été adapté au cinéma. Par Marc Duguin, absolument. Et donc depuis une dizaine d'années, et la publication des Souvenirs de la marée basse, votre œuvre suit un chemin, on peut dire, plus de l'ordre du souvenir, de l'instantané biographique et aussi peut-être justement du journal. On peut citer par exemple East Village Blues, le récit, Journal de nage, Journal d'Arizona et du Mexique, et puis voilà, janvier-juin 82, enfin des journaux que vous aviez tenus au moment où vous avez vécu aux États-Unis. Et donc le livre dont nous allons parler ce soir, Femmes sur fond d'azur, c'est une galerie de portraits, 6 portraits de femmes qui a pour ces 6 portraits ont pour très commun d'avoir en toile de fond, pour cadre, la Riviera, la Côte d'Azur, Nice principalement, Menton aussi, et puis un petit peu Saint-Tropez. Ces portraits donc sont ceux de femmes, artistes, écrivaines pour la plupart. Je les cite et puis on aura l'occasion d'y revenir pendant la discussion. Le premier portrait, c'est celui de Sophie Cruvelli, une soprano de la fin du XIXe siècle qui va rapidement abandonner sa carrière pour devenir vicomtesse Vigier. Vous faites ensuite le portrait de la reine Victoria, la reine d'Angleterre, la reine Victoria, Marie Bashkirtsev, la diariste, peintre, mais surtout elle est connue ensuite après sa mort pour son journal, Marie Bashkirtsev, d'origine russe, ukrainienne, absolument, pardon. Oui, c'est important aujourd'hui. C'est important, pardon. Un très beau portrait aussi de l'écrivaine néo-zélandaise Catherine Mansfield, dont on aura l'occasion aussi de parler. Et enfin, celui de Colette, une écrivaine sur laquelle vous avez travaillé récemment, enfin vous avez publié des préfaces, etc., enfin, sur l'œuvre de Colette. Et enfin, un dernier texte qui évoque votre mère, Jacqueline Thomas. Si elles sont plus contemporaines que les héroïnes du XVIIIe siècle, sur lesquelles vous avez travaillé, nous retrouvons quand même dans le destin de ces femmes-là qui figurent dans Femmes sur fond d'azur, des thèmes qui vous sont chers comme la liberté, la lutte pour échapper à un destin tout tracé par
un ordre social qui relègue les femmes à l'arrière-plan, qui leur empêche l'accès à la création artistique, etc. Ce sont des thèmes qui jalonnent votre œuvre et qu'on retrouve là très, très fortement. Et puis aussi des thèmes comme la maladie ou la souffrance, mais aussi la joie, qui contrebalance ce tableau. Et avant de vous laisser la parole, je vais juste lire la première page, justement, peut-être l'ouverture du livre, qui est placée justement sous le signe plutôt du soleil et de la joie. Et ça s'appelle d'ailleurs, l'ouverture s'appelle Le trompettiste de la joie. Il est courant, peu avant la saison, de se souhaiter un bel été. Un rite inaugural maintenant presque aussi partagé que les vœux de bonne année. On pourrait considérer qu'un bel été est compris dans le souhait d'une bonne année, mais, de plus en plus, le moment venu, on préfère préciser et souligner. Comme s'il était vraiment grave de rater son été. Époque des vacances, enclave de temps vide, alors que, pour l'automne et l'hiver, saison où les choses sérieuses dominent, où les occupations professionnelles et les ambitions personnelles ont repris du poil de la bête, on semble n'attendre rien de particulier. Mais, à la veille de l'été, du flamboyant été, nous sommes aux aguets. De quoi exactement ? Il n'y a pas de réponse générale. Chacun a quelque part dans un coin de son imagination la représentation de l'été idéal, une image parfois d'origine enfantine, et pour ou contre sa perpétuation. Mais il s'agit le plus souvent d'un idéal changeant et qui connaît, au gré de révélations diverses, rencontres amoureuses, films, livres, rêveries, une redistribution des paysages et des activités. Pour moi, l'été est sous le signe de l'eau, en continuité avec ces mois de vacances si merveilleusement longs qu'ils se refermaient sur nous tel un bonheur sans menace extérieure. La rentrée, l'école avait perdu toute réalité. Chaque matin se vivait avec sa trajectoire directe vers la mer, comme devant se répéter identique à l'infini. Dans ma mémoire, il reste très peu de ce qui précédait l'arrivée à la plage. L'instant d'enlever ses espadrilles, d'enfoncer les pieds dans la fraîcheur du sable et de courir vers l'eau à tout recouvert. Le bel été est un temps immobile, une ivresse de sensations, une insouciance du lendemain. Quand je souhaite un bel été, j'inclus ces éléments un peu vagues, perméables à diverses lumières et couleurs du monde, avec la constance des fenêtres ouvertes sur les parfums et de la peau nue sous la brise du soir. Ou bien, en vérité, je ne pense rien. C'est un appel de chance, un signe d'amitié, un vœu léger qui se rattache, tel un cerf-volant, à une saison. Voilà. Merci. Et donc, vous poursuivez en disant que c'est aussi un moment où on peut s'adonner à sa passion favorite, en l'occurrence pour vous l'acte d'écrire. Et justement, en fait, ces textes-là, le point de départ de ce livre, sont des chroniques livrées au journal Le Monde à l'été 2024. Et est-ce que vous pouvez nous dire peut-être quel était le projet initial et comment est-ce qu'il s'est développé pour devenir un livre à part entière ? Oui, alors bon, c'est pas difficile. En 2024, donc, Jean Birnbaum du Monde m'a proposé carte blanche pour 5 semaines de textes dans le Monde. C'était des textes très courts, une demi-page, et j'ai choisi 5 femmes. Parce qu'il faut dire que la première que vous avez évoquée, Sophie Cruvelli, vicomtesse Vigier, elle a épousé un homme richissime, le vicomte Vigier, c'était une fortune napoléonienne, qui a acheté une maison dont ils ont fait un palais sur le modèle vénitien. Et il y avait un très grand parc, parce qu'il était passionné d'horticulture. Oui, exactement. Et cette ville-là a été détruite et à la place, il y a eu un vaste bâtiment, une copropriété, et il se trouve que j'habite là, à Nice. Donc, la première, la vicomtesse Vigier, elle est le fantôme le plus proche de moi. Donc, quand j'ai eu cette proposition du Monde, j'ai pensé d'abord à elle, puisque je suis dans son jardin constamment. Je trouvais que c'était un hommage qui s'imposait. Et à partir d'elle, les autres aussi, par des affinités ou bien évidentes, parce que Sophie Cruvelli, vicomtesse Vigier, très grande cantatrice, hyper célèbre, pour qui Verdi ou Meyerbeer créaient des opéras, elle a continué de chanter, mais très rarement, uniquement dans des occasions rares,
Mais quand la reine Victoria était là, elle chantait pour elle. Donc il y a une trajectoire du chant qui va d'elle à la reine Victoria. Et ensuite, la jeune Ukrainienne Marie Bashkirtsev, qui arrive à Nice à l'âge de 12 ans, elle a une voix extraordinaire de mezzo-soprano qui va être détruite progressivement par la tuberculose. Mais quand elle arrive à Nice, elle est cette jeune fille éblouie et éblouissante. Elle chante pour elle, pour le plaisir, et elle adore, elle admire Sophie Crevelli. Et elle la voit passer, elle désire être Sophie Crevelli. Et donc il y a un enchaînement comme ça, et elle va écrire ce journal, et ce journal va être la Bible vraiment de la néo-zélandaise Catherine Mansfield, pour la première partie de sa vie. Et pour la seconde partie, c'est Colette. Et donc, de l'une à l'autre, de même que moi, j'ai passé des heures et des heures à marcher sur leurs pas. Pour Sophie Crevelli, c'est vraiment sur sa pelouse même. mais j'ai cheminé dans les lieux où elles ont habité, que je pense au Regina, au Grand Hôtel Regina, ou bien sur la promenade des Anglais. Parce qu'il faut dire aussi que ce livre contient des reproductions qu'on a choisies avec Bernard Coman, avec beaucoup d'amour. Oui. Et donc j'ai cheminé d'un lieu de l'une à l'autre. Et à Menton, où a habité ma mère et ma grand-mère, je suis allée revoir la villa Isola Bella où était Catherine Mansfield. Donc c'est aussi d'abord une promenade au présent. C'est ce circuit. Et justement, tous ces liens qui les rattachent, ces connaissances communes, par exemple, le fait qu'elles se croisent physiquement, et puis voilà, ça tisse un lien. Est-ce que ça, vous le saviez déjà dès le début, ou c'est au fur et à mesure justement de vos recherches et de l'écriture que vous êtes rendu compte finalement de ce fil rouge qui allait quasiment de Vigier à Colette sur plus d'une 50aine d'années? Oui, sur presque un siècle. Oui. Alors, je savais les choses évidentes que je viens de vous dire. Je ne savais pas le détail. Par exemple, je ne savais pas des choses très fortes et très douloureuses aussi. Je ne savais pas à quel point, par exemple, la reine Victoria avait été endeuillée et presque mortellement touchée par la mort de son mari, à l'âge de 42 ans. Son mari meurt à 42 ans. Après, c'est le même âge où mon père est mort. Et il y a une suite. Je ne savais pas non plus que Marie Bashkirtsev, elle est morte à 22 ans, 23 ans. Et je ne savais pas cette jeunesse, ni qu'elle a commencé son journal à 12 ans, à l'âge de 12 ans, et la mère de la reine Victoria lui offre un journal à l'âge de 12 ans. C'est-à-dire, je ne savais pas du tout tous ces échos, parce que d'abord, j'appartiens au XVIIIe siècle, il faut le dire. Et avec ce livre, et aussi avec Nice, qui est fait ou Monaco, ou Menton, qui sont faits de palais qui datent du XIXe siècle, de la Belle Époque, je suis peu à peu entrée dans ce siècle. Donc beaucoup de choses, par exemple l'importance du journal intime, qui est vraiment une constante et qu'elles vont presque toutes partager. Je l'ai découvert au fur et à mesure, vous voyez. Donc il y avait des liens presque évidents, même dans les adresses, c'était les mêmes lieux, mais le détail, non, c'est en approfondissant. Et aussi parce que quand j'ai fait ces courts textes pour Le Monde, j'avais beaucoup lu et j'allais très très vite parce que c'était chaque semaine. Et je me sentais frustrée. Maintenant, je ne suis plus du tout. Et pour parler justement alors c'est pas qu'un simple décor, c'est vraiment constitutif à la fois du livre et de la vie de ces femmes, mais donc cette Riviera, à Nice, la promenade des Anglais, et donc toutes ces villas et ces hôtels dont vous parlez, dont les noms sont autant d'invitations au voyage. Donc il y a la villa vénitienne, la villa Anastasia, la villa Cyrnos, le grand hôtel Balmoral, l'Isola Bella, enfin voilà des noms à consonance italienne, mais aussi
russe, germanique, enfin, de tout ça, vous dites que la villa vénitienne, par exemple, de la comtesse Vigier a été détruite. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui, matériellement, architecturalement, et puis aussi dans l'ambiance que vous dépeignez, notamment à la Belle Époque. On aura l'occasion de revenir entre la rupture entre la Belle Époque et l'après-guerre, la rupture causée par la guerre, mais voilà, qu'est-ce qui reste de l'esprit aujourd'hui à Nice? Alors, comme partout, il y a eu de terribles, avant que ce soit classé monument historique, il y a eu énormément de destruction. Donc ce qui reste, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Nice, par exemple, le grand hôtel Roule a été détruit. Cette villa Vigier, qu'on appelait aussi le palais vénitien, qui était construite sur le modèle de la Cadoro, je l'ai reproduit dans mon livre, elle a été rasée. C'est pourquoi j'habite là. C'est l'horreur de la démocratisation, si je puis dire. Mais tout près d'où j'habite, parce que j'habite après le port, le château de l'Anglais, on l'appelle, qui est une grande bâtisse rose, c'est toujours là. Et j'en parle beaucoup dans le journal de nage. Alors, comme vous savez, par exemple, comme vous savez, c'est disparate, la Côte d'Azur. Et il y a en partie encore des restes de cette belle époque et de l'autre des immeubles strictement sans style. C'est disparate. Mais ce qu'il faut rêver et ce qui fait rêver, c'est le temps. Marie Bashkirtsev, sa famille achète une villa extraordinaire, magnifique je trouve, sur la promenade des Anglais. Et il faut dire qu'à cette époque, la ville est construite en deux. Il y a la ville niçoise, les Niçois, c'est la vieille ville, et la nouvelle ville, comme on disait, qui sont cette population internationale et riche qui va peu à peu faire construire de très belles villas ou de grands hôtels. Et c'est très clairsemé. Il faut imaginer aussi la Côte d'Azur avec peu de villas, très peu. Et la campagne, en fait, la campagne est très proche. Quand Colette achète une maison à Saint-Tropez, c'est un village de pêcheurs. Et elle est en pleine campagne. Donc, ce que j'ai aimé, Roland Barthes disait « notre corps est historique ». Oui, notre corps est historique. Mais les paysages aussi sont extraordinairement historiques. Même sur un court temps de vie, on voit des métamorphoses incroyables. Seule la mer reste. Oui, la mer, c'est pour ça que c'est sur fond azur, parce que là, au moins, c'est stable. Oui, la mer, on aura l'occasion, effectivement, peut-être d'y revenir un tout petit peu plus tard. Pour en revenir à ces femmes, ce qu'elles ont en commun, peut-être, à différents degrés, parce qu'effectivement, peut-être pour la reine Victoria, c'est un peu différent, pour Sophie Crivelli aussi, mais c'est tout de même une volonté commune de vivre peut-être affranchie de la tutelle des hommes, ou en tout cas du mariage, de la maternité, enfin tout en un rapport assez compliqué avec le mariage et la maternité. Et en tout cas, elles cherchent à pouvoir organiser leur vie telle qu'elles le souhaitent. Est-ce que c'est ce qui les rattache peut-être aux femmes que vous avez, les femmes du XVIIIe siècle que vous avez étudiées, et qu'est-ce qui, en un siècle et demi, a changé entre, par exemple, la vie de Madame du Deffand ou de Madame de Staël, et puis celle de Sophie Crivelli ou de Colette, dans cette volonté d'affranchissement? On a l'impression qu'il y a très longtemps qui les sépare, mais finalement, et on reparlera peut-être du texte de Michelet de 1859, sur lequel vous revenez là, mais sur lequel vous avez déjà écrit, oui, qui montre que finalement les choses n'ont peut-être pas tellement changé. Non, ce qui m'a frappé, et à quoi j'avais pas pensé en écrivant, c'est quand j'arrive vers la fin du livre, je comprends que, et maintenant je regrette, si j'avais su, j'aurais mis une photographie d'un corset, que la grande question pour la métamorphose du corps et pour la liberté d'agir, c'est la question du corset, on peut dire. Et la grande rupture, c'est vraiment le moment où les femmes se décorsettent. Je ne sais pas si ça existe, ce verbe. Si, corseter, décorseter. Et où elles commencent de bouger, de toucher aussi. Parce que dans les premiers temps, la Belle Époque,
il faut dire que c'est aussi l'hiver. La Riviera, c'est un séjour d'hiver. Et d'ailleurs, on dit les hivernants. Donc la grande rupture, c'est aussi le passage d'une Côte d'Azur pour l'hiver, pour des gens qui se protègent, pour des femmes qui ne sortent jamais sans les gants, sans le chapeau, sans la voilette, sans l'ombrelle, et avec le passage à la période estivale et à la Côte d'Azur comme libération estivale, tout d'un coup, en fait, la nudité. Et ça, c'est vers 1920. Et les premiers acteurs, actrices de la chose sont les Américains. C'est le couple Fitzgerald, Zelda et le jazz. Donc, dans cette histoire, c'est une vraie histoire, il y a plusieurs ruptures. Il y a la rupture terrible de la Première Grande Guerre, qui fait qu'il y a avant et après, mais il y a aussi la rupture du passage de séjours très protégés, vraiment réservés pour une élite internationale et presque de tête royale, à des séjours beaucoup plus populaires. Et entre les deux, il y a la guerre, et ça veut dire aussi que ce mode de vie, le premier, qui était un mode de vie de palace, avec énormément de domestiques, avec un luxe ostentatoire, va disparaître. Et voilà. Donc, en travaillant plus ces différentes variations féminines, ce que j'ai vu aussi, c'est les variations très profondes dans les mœurs. Oui, parce que vous le dites, la Riviera à la Belle Époque, c'est donc un pays très cosmopolite, aristocratique. Oui. C'est un lieu de fête, de plaisir, d'extravagance presque, pendant les saisons d'hiver et de printemps. Mais c'est aussi déjà un lieu pour les malades, pour ce que Catherine Mansfield appellera les exilés de la santé, et notamment les tuberculeux. Et bien sûr, ce que va accentuer la Première Guerre mondiale, puisque suite à la Première Guerre mondiale, les hôtels accueilleront des blessés, etc. Mais cette présence de la maladie, de la tuberculose, par exemple, est déjà présente un peu à la Belle Époque, mais peut-être plus cachée, dissimulée. Oui, peut-être. Une des images frappantes, je trouve, c'est de ces palaces, en particulier à Menton, où il y a un nombre de palaces, toujours d'ailleurs, énorme, et en grande partie à partir de capitaux allemands. C'était très germanophone, Menton. C'est pourquoi d'ailleurs la reine Victoria fait un premier séjour à Menton, puisque la reine Victoria était d'origine allemande. Ses premiers séjours sont à Menton. Et c'est des images très très frappantes, je trouve. C'est les mêmes palaces pendant la guerre de 14, avec des blessés. Et je le dis, les serviteurs sont remplacés par les infirmières. Et franchement, c'est spectaculaire. Et la Villa Vigier, donc, elle est le lieu de fête, et après elle est utilisée pour un tournage. Je mets la photo pour un film qui s'appelait Des fleurs sur la mer. Déjà, c'est tout un poème. Et d'ailleurs, l'ayant droit, qui est un monsieur très charmant, a donné cette photo gratuitement en disant « Je veux seulement un exemplaire du livre ». Et je lui ai écrit, il habite la campagne, je sais pas, j'ai trouvé ça très joli, oui. Des fleurs sur la mer. Mais c'était exactement ça l'atmosphère, c'est des fleurs sur la mer. Et quelque chose qui parcourt le livre aussi tout au long, c'est les fleurs. D'abord, j'adore les fleurs, c'est vraiment... Et c'est une sorte de guirlande comme ça, tout au long. Oui, effectivement, c'est une fête d'essence avec les fleurs à la fois dans leur odeur, dans leur couleur. Ce que note là aussi très bien Catherine Mansfield, qui elle est malade. Mais là aussi, c'est un petit peu à double tranchant, c'est-à-dire que cette fête d'essence, elle apporte de la joie, de la sérénité. Elle ne guérit pas forcément miraculeusement, parce que vous dites que beaucoup, par exemple, d'Anglais viennent sur la Riviera parce qu'on leur dit beau temps égale santé. Oui. Or, c'est pas tout à fait le cas. Et
Et voilà, il y a le bleu est magnifique, la mer est magnifique, le soleil est magnifique, les fleurs aussi. Et ils apportent du réconfort, mais pas nécessairement la guérison. Ce qu'espère par exemple Catherine Mansfield à certains moments moi, le chapitre que j'ai écrit, je mets à côté ce qui concerne ma mère, mais le chapitre que j'ai écrit avec le plus d'intensité et d'émotion, c'est Catherine Mansfield, que je connaissais très mal et que j'avais lu les nouvelles. Mais je connaissais mal son œuvre autobiographique et j'ai été vraiment bouleversée. Donc Catherine Mansfield, elle est née en Nouvelle-Zélande. Elle arrive à Londres vers l'âge de 17-18 ans. Elle se fait couper les cheveux à la garçonne, ce qui est déjà un acte complètement révolutionnaire. Et elle décide qu'elle va vivre sa vie. Parce qu'elle avait une vocation de violoncelliste. Et le père dit non, tu feras des études de sténodactylo, comme toutes les femmes. Ma mère a fait des études, entre guillemets, des études de sténodactylo, et j'ai présenté ce livre au cahier de Colette, et plusieurs personnes, 4 personnes sont venues me dire « ma mère aussi était sténodactylo ». Et dans le livre, je cite Marie Limier, dont la mère était sténodactylo, Gilles Leroy, dont la mère était sténodactylo, Bernard Coman, sa mère, mon éditeur, sa mère. Bref, on lui dit, et ça c'était au 19e siècle, tu seras sténodactylo. Et elle dit non, et elle obtient l'autorisation d'arriver à 19 ans à Londres. Ça, c'est vers 1900, mettons 10, un peu avant. Un peu avant. Je suis nulle avec les dates. Un petit peu avant 10 ans. Et elle croit qu'elle peut tout faire. Et immédiatement, évidemment, elle est enceinte. Le très jeune garçon qui est le père disparaît. Mais d'ailleurs, elle ne fait pas d'effort pour le retenir. Et elle est complètement affolée. Elle ne sait pas quoi faire. Elle épouse son professeur de chant. Et au bout d'une nuit de noces, elle s'enfuit. Vous voyez, c'est extrêmement constructif comme existence. Et sa mère accourt de Nouvelle-Zélande et l'amène en Bavière. Et là, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais Catherine fait une fausse couche. Et après, elle revient à Londres et elle subit une opération et elle ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Et après, elle a peu d'argent. Et aussi, il y a 2 versants. Il y a l'existence de la reine Victoria à Londres et puis l'existence de Catherine Mansfield dans ce même Londres. Et Londres, comme vous savez, à cette époque, c'est le smog. On ne peut pas faire plus néfaste. Et elle prend froid, elle a on lui dit que c'est des bronchites, etc., mais c'est déjà la tuberculose. Et ce qui m'a bouleversée, c'est que sa correspondance est sublime. Et quand elle arrive sur la côte, elle va d'abord à Bandol, et puis après, elle fait plusieurs séjours dans Menton. Cette beauté dont vous parlez, elle la voit avec une acuité désespérée. D'abord, ça lui rappelle sa Nouvelle-Zélande, son enfance, et aussi, elle voit ce paysage comme quand on se tourne vers quelque chose qu'on ne verra plus jamais. Et donc, ces descriptions c'est presque intenable, parce qu'on touche du doigt ce qui est en train de vous échapper. Oui, c'est un thème que vous avez déjà abordé, notamment, il me semble, dans Comment supporter sa liberté. Oui. Cette idée de la découverte des choses simples, banales, seulement à partir du moment où on en est privé, que ce soit par la maladie, par l'emprisonnement ou quelque forme d'enfermement. Oui, et c'est un des buts, il y a des buts dans ce qu'on écrit, c'est pas sûr, mais en tout cas, il y en a un motif qui m'anime, c'est que ce soit pas à ce moment-là qu'on s'aperçoive que les choses sont extraordinaires, mais c'est au moment où on est pleinement présent, sans angoisse, sans menace suspendue au-dessus de la tête, qu'on en jouisse pleinement. Et alors, pour en revenir à ce destin de femme, ce qui les meut, pour la plupart d'entre elles, c'est aussi le
culte de l'art, ça c'est à nouveau Catherine Mansfield qui dit ça, en tout cas une sorte d'abnégation à créer la foi en une vie supérieure par la création. C'est ce que partagent Marie Bashkirtseff et puis Catherine Mansfield, peut-être aussi Colette dans une moindre mesure. Et c'est ça, voilà, qui les fait avancer constamment, malgré la maladie, malgré parfois aussi le dénuement matériel. C'est cette confiance absolue en la création qui sublimerait tout le reste. Alors là, l'initiatrice dans ce livre, mais aussi au fond dans l'histoire, c'est Marie Bashkirtseff, qui donc commence son journal à l'âge de 12 ans, en français, et qui parlait 3-4 langues. C'est le cas de la reine Victoria ou de Sophie Crivelli. C'est aussi un monde extrêmement polyglotte. Et Marie Bashkirtseff, très jeune, donc, se pense d'abord cantatrice et ensuite peintre. Et je reproduis un de ses tableaux. C'était une très grande artiste. Malgré sa fin si précoce, on peut le voir. Et elle décide que sa vocation, c'est l'art et qu'elle traversera les siècles. Donc on l'a toujours prise pour une mégalomane, c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'on lui refusait tout. C'est-à-dire quand elle arrive à Paris, qu'elle veut faire les beaux-arts, c'est interdit. Quand elle arrive à Nice, qu'elle veut aller au lycée, elle ne peut pas. Donc son caractère excessif et une réponse, moi je dirais mesurée, à la démesure de ce qu'on opposait. Et elle a été, une fois que son journal est publié 3 ans après sa mort par sa mère, avec quelques censures, et il a immédiatement eu un écho gigantesque, immense, jusqu'à... par exemple, il a beaucoup compté pour Simone de Beauvoir, mais là je viens de recevoir un petit mot de la journaliste et écrivaine Colombe Schneck qui me dit qu'elle l'a lu à l'âge de 12 ans et qu'elle était chavirée. Donc ça continue d'agir et elle réalise quelque chose qu'elle est, moi je crois, la première à non seulement à faire mais à formuler, c'est qu'elle fait éclater la barrière qui entourait les arts d'agrément et ça devient de l'art. C'est-à-dire que traditionnellement, depuis le XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, toutes les jeunes femmes de la bonne société, toutes les jeunes filles plutôt, recevaient un enseignement artistique. Par exemple, la reine Victoria était une excellente chanteuse, elle peignait aussi très bien. Diderot en parle aussi au XVIIIe siècle. Il était important qu'une jeune fille sache jouer du piano, etc. Dans la mesure où cette forme d'art faisait plaisir à l'entourage ou à la société, mais pas où on se risquait vers une expression ouverte au public. C'est complètement autre chose. Et Marie Bashkirtseff, vraiment la première, l'énonce d'une manière audible, comme Madame de Staël est la première à oser se dire écrivaine. Il y a des parallèles. Oui. Dans la mégalomanie aussi, parce qu'il faut ça, si on veut. Oui, c'est presque faire de sa vie une œuvre d'art, enfin, ce qui sera plus tard plutôt l'apanage des avant-gardes après le surréalisme et après. Et justement, par exemple, la reine Victoria, moi, son portrait m'a beaucoup plu, mais assez surpris, sa présence en tout cas parmi ces autres femmes. Ah oui. Moi, je me suis beaucoup attachée à elle. Oui. Et alors, elle est par certains aspects attachante, mais vous dites malgré tout que son règne, je vous cite, son long règne est synonyme de politique réactionnaire et de moralisme écrasant. Il correspond à un siècle de répression de toute déviance, notamment la femme seule, le divorce, etc. Oui. Et ça, c'est l'époque victorienne. C'est tout l'époque le monde victorienne. Sait ça. Oui. Et ça semble aller à l'encontre de destin des autres femmes que vous décrivez là dans ces portraits. Bon. Son cas est quand même très singulier puisqu'elle devient reine à l'âge de 18 ans et elle meurt, elle a, je sais pas, 80 et quelques, c'est un très très long règne.
Et ce qui m'a frappé, c'est un livre, je veux dire. C'est la biographie écrite par Lytton Strachey, et où il raconte le privé, le caractère, la reine Victoria sous un mode plus intime. Et aussi, j'ai lu des lettres d'elle. Et comme beaucoup de personnages politiques ou beaucoup de personnages publics, elle était double. Donc, elle est à la fois une femme qui endosse tous les principes de moralité et même les consolide, mais elle était, elle, extraordinairement passionnelle et même éruptive et incroyablement colérique. Il y a piqué des colères qui pourraient durer une journée entière. Et je pense que ce qui fausse aussi la vision de la reine Victoria, c'est son physique. C'est-à-dire qu'elle est absolument, on ne peut rien projeter sur ce physique. C'est un physique complètement neutre d'une petite femme un peu ronde, quelqu'un qui suscite pas de grands élans. Alors elle était habitée par une flamme amoureuse en particulier, très très inhabituelle. Et la manière dont elle va vivre, elle est orpheline à l'âge de 8 mois. Et ensuite, elle est élevée par sa mère, qui la tient réellement prisonnière. Et elle dort avec sa fille, la fille est jamais seule une seconde. Et le premier geste de reine de Victoria, donc quand elle a 18 ans, c'est de dire à sa mère, libérez-moi cette chambre de votre lit. Elle veut pouvoir dormir seule. C'est très étonnant quand même, non, je trouve. Et en fait, c'est des choses comme ça qui m'ont... Et ensuite, ce qui est dit sur son attitude pendant le deuil, qui va durer plus d'une dizaine d'années, même au-delà, c'est une dévotion presque fétichiste par rapport à Albert. Je suis à l'hôtel Albert Ier, d'ailleurs, qui était son oncle, l'oncle de la reine. Son oncle qui lui servait de père, d'ailleurs. Et ce qui m'a plu chez toutes ces femmes, c'est que quand elles arrivent sur la Côte d'Azur, quelque chose du sombre, des ombres qui les habitaient se dissout. Et pour la reine Victoria, c'est par rapport à ce deuil sans fin, mais presque quelque chose s'allège, disons. Mais elle l'aimait passionnément. Par contre, c'est-à-dire à chacune, j'ai posé des questions qui sont des questions que je me suis posées. Donc vous avez raison, la question de la maternité, pour chaque femme, je la pose. Et pour la reine Victoria, justement, elle dit quelque chose qui était très répandu à cette époque, c'est qu'en réalité, elle ne voulait pas d'enfant, ou assez tard, disons. Et quand elle a son premier enfant, elle écrit à sa belle-mère, « J'espérais avoir au moins 6 mois de liberté. J'ai prié Dieu chaque jour pour avoir 6 mois de liberté. » Et elle n'aimait pas la grossesse. Non seulement elle n'aimait pas la grossesse, mais elle était terrorisée à l'idée de mourir pendant l'accouchement, et elle n'aimait pas les bébés. Elle appelait le bébé the thing, la chose. Donc elle était faite pour tout sauf pour être une mère. Et elle a eu 9 enfants. Donc c'est en m'avançant dans l'histoire de ces femmes, ce que j'ai découvert est... Je sais pas, je trouve que c'est bien de le raconter. Et dans la mesure où elle était reine, elle s'autorisait à dire tout haut des choses que d'autres femmes autour d'elle, puisque en Angleterre à cette époque, ou en Irlande, les femmes avaient 12, 15 enfants, c'était banal. Ou je vois au Canada, pareil, je veux dire, à cette époque-là. Donc elle, en tant que reine, elle ne pouvait pas empêcher, mais elle le disait. Oui, d'ailleurs, la Riviera, c'est pour elle aussi une affaire de deuil par rapport à ses enfants. L'un de ses fils qui mourra après une chute à Nice, je crois, dans un bal à Cannes. Oui, justement, après une fête qui a été donnée pour lui au Cercle de la Méditerranée, dont le propriétaire était le mari de Sophie Crivelli, le vicomte Vigier. Donc tout est... Exactement. Et
peut-être pas pour la reine Victoria, mais en tout cas pour plusieurs d'entre ces femmes. Donc elles viennent pour différentes raisons, principalement des raisons d'agrément ou de santé sur la Côte d'Azur, et chacune y trouve à un degré ou à un autre une forme pas de second pays, mais en tout cas l'impression d'un pays natal ou d'un retour chez soi. Quand elles font des allers-retours, elles y viennent tous les ans ou plusieurs séjours, et je crois que Marie Bashkirtseff l'exprime de manière très prononcée, Catherine Mansfield aussi, le retour de l'impression d'un retour chez soi, finalement, dans ce pays. À quoi ça tient? Est-ce que c'est seulement le paysage ou est-ce qu'il y a autre chose? C'est à chaque fois, je crois, des histoires individuelles. Marie Bashkirtseff, elle arrive à l'âge de 12 ans, donc elle va partir à Paris à l'âge de 17 ans, et sa tuberculose s'aggravant, on lui dit de revenir sur la côte. Donc elle fait d'autres petits séjours sur la côte et elle se sent revenir chez elle. Mais Catherine Mansfield, c'est parce que cette beauté du bord de mer, cette douceur de l'air, elle l'avait connue en Nouvelle-Zélande. Donc c'est exactement pareil, vous avez raison. Elles sont très fragilisées par la maladie, elles retrouvent cette incroyable beauté et elles sont à la fois extatiques et déchirées. Et je précise à ce propos que quand la reine Victoria tombe malade en Angleterre, elle dit à son médecin, si j'étais à Nice, je ne mourrais. Si j'étais à Nice, j'aurais guéri. Non, mais elle avait une vitalité redoutable. Et en parlant de vitalité redoutable, on pense forcément à Colette. Oui. Colette qui, à l'inverse peut-être justement de Marie Bashkirtseff ou Catherine Mansfield, femme qui meurt très très jeune, Colette, elle, on a l'impression que non pas sa vitalité augmente avec son âge, mais en tout cas, effectivement, elle traverse les épreuves difficiles de sa vie. Ces épreuves-là, la confortent ou la consolident, enfin, oui. Davantage qu'ils ne l'éprouvent, on dirait. Oui, moi c'est, comme je vous disais, je suis très mauvaise sur les dates, donc du coup, je les note beaucoup, je les écris, je voulais les écrire ici avant de venir. Enfin, mais on ne fait jamais assez attention, à mon avis, au fait que Colette est née en 1876. J'ai raison? On la pense quasi contemporaine, Colette. Elle est morte en 1954 et elle est née en 1873. Et sa mère lui parlait de la guerre, évidemment, de la guerre de 1870. Ça m'a... Et je crois que de presque toutes les 6 femmes dont je parle, je pense que c'est avec Sophie Crivelli, celle qui est presque la plus ancienne. Mais pourquoi elle nous paraît si moderne? C'est qu'elle a suivi tout ce qui se passait avec une acuité de journaliste et d'écrivaine, extrêmement précise et intelligente. Et donc on la sent, je trouve, on la sent contemporaine, Colette. Oui, et même physiquement, enfin, vous décrivez son corps, enfin, déjà à l'époque de Willy, enfin, de son mariage avec oui. Willy, la manière dont elle s'en sépare progressivement, ouais. C'est en installant une salle de sport dans l'appartement. Oui. Et oui. Puis ensuite, à partir du moment où elle achète cette maison à Saint-Tropez, c'est les séances de nage. Alors déjà avant en Bretagne, mais là à Saint-Tropez, vous décrivez aussi une athlète. Oui, puis elle nage passionnément, Colette. Elle nage, oui. Et sa salle de gymnastique, c'est une idée de génie, quoi. Elle pense à se séparer donc de Willy. Claudine à l'école, ça sort en 1900, non? 1905. Bon. Oui, 1901. Bon, donc au début du siècle, elle ouvre le siècle. Et elle va rester longtemps avec Willy, 13 ans au moins. Et quand elle commence, enfin... Il y a quelque chose que je souligne aussi, c'est qu'aucune de ces femmes n'a pu faire d'études supérieures. Elles ont au maximum passé le brevet. Parce que je pense que la possibilité pour une femme de passer un bac homme-femme, c'est 1924. Donc, Colette, elle avait le brevet. D'ailleurs, elle le raconte dans
dans Claudine à l'école. Et parce que plusieurs fois, je parlais de Colette et on me disait mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie plus tôt puisqu'elle se faisait complètement exploiter par Willy. Mais partir où? Et elle le dit elle-même, elle ne veut pas retourner chez sa mère, qui vit dans un village qu'elle déteste, et de toute façon elle ne veut pas ça. Donc qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Et elle fait la seule chose qui lui était possible, elle s'aménage une salle de gymnastique et elle va prendre des cours de mime et devenir un peu acrobate et faire le tour de France comme ça, jusqu'à ce qu'elle rencontre de Jouvenel et devienne une très grande journaliste et puis continue d'écrire. C'était très limité les choses possibles. Et vous avez parlé tout à l'heure du journal, que chacune de ces femmes ont une pratique du journal, et vous aussi, en quelque sorte, dans... Je suis encore corsetée. Mais par exemple, et alors j'ai relevé, Colette, vous citez une sorte de définition, en tout cas de pratique du journal telle que le voit Colette. Elle dit « Choisir, noter ce qui fut marquant, garder l'insolite, éliminer le banal, ce n'est pas mon affaire, puisque la plupart du temps, c'est l'ordinaire qui me pique et me vivifie. » Et c'est pour ça qu'elle renonce donc à l'écriture du journal ou à la forme journal pour le fanal bleu. Est-ce que vous êtes d'accord vraiment avec cette définition? Parce qu'on n'a pas l'impression que ce que font Catherine Mansfield, par exemple, ou Marie Bashkirtseff, et bien sûr d'autres grands diaristes, c'est pas seulement retenir le sensationnel ou l'insolite. Non, mais la différence avec Colette, c'est que elle a 20 ans et elle écrit un premier livre qui est très autobiographique. Donc elle n'a pas besoin d'un lieu à part, secret, pour écrire, pour écrire qui elle est. Oui. C'est vraiment intéressant la question du journal, parce que c'est un plaisir d'écrire un journal, je trouve. Et on écrit aussi un journal pour garder des détails qui s'oublieraient. Et Virginia Woolf dit qu'elle écrit un journal comme pratique, comme un pianiste fait du piano, comme fait ses gammes. C'est aussi une pratique d'écriture. Colette, elle a écrit sous toutes les formes, comme journaliste, elle a écrit pour l'opéra, et elle écrit même artificiellement sous la forme du journal. Mais tenir un journal juste pour elle, non. Sur ce parallèle que vous faites entre le journal et le corset, enfin vous dites vous écrivez encore vous écrivez un journal parce que vous êtes encore corset. Je pense pour Marie Bashkirtseff c'est évident, pour la reine Victoria c'était évident. Et il y a ce livre de Lejeune, Philippe Lejeune, sur le mois des jeunes filles, et il a fait une étude sur des journaux non publiés, et c'est essentiellement au XIXe siècle. Et je crois que c'était un passage entre le confesseur, qui avait un très grand rôle au XVIIe, au XVIIIe siècle pour les femmes. C'était la personne à qui on disait l'indicible, en tous les cas, les choses difficiles à dire. Mais le journal est une version, disons, païenne ou laïque de cet exercice de la confession. On se parle à soi-même. Et alors, il y a un des portraits qu'on a très peu évoqué, et je pense que c'est le moment d'y venir, c'est celui de Jackie, donc de Jacqueline Thomas, votre mère, que vous aviez déjà évoqué dans d'autres livres, notamment dans les souvenirs de la marée basse. Est-ce que, je crois que vous vouliez peut-être lire quelques lignes, ou alors sur le portrait de Jackie? Parce que sa vie est exemplaire par rapport à venir sur la Côte d'Azur et changer de vie. Et à l'âge de 42 ans, donc après la mort de mon père, elle reprend quelques mois son travail de sténodactylo, et après, elle vient vivre sur la Côte d'Azur avec mon frère, qui d'ailleurs a fait un film pour Arte qui s'appelle Nice, les artistes et l'Azur. Donc... c'est quand même assez proche, faut dire. Et elle change de vie, elle devient une personne très différente, parce que à Arcachon, elle vit une dépression, et je parle
assez, pas très longtemps, mais en fait en profondeur, de la dépression, comme un état qui fait que le monde s'efface et que toutes les couleurs sont dans les gris, verdâtres, et aucune couleur ne jaillit. Et arriver sur la Côte d'Azur, c'est évidemment, je peux le dire ici, c'est pareil, à Toulouse c'est la même chose, c'est la manifestation des couleurs. Et quand Matisse arrive sur la côte, c'est aussi ça qui le retient. Un monde qui vibre par les couleurs. Une sorte de joie extériorisée. Et ma mère va être très sensible à ça et elle va être réellement métamorphosée, et surtout parce qu'elle adorait nager et qu'elle va nager beaucoup plus longtemps. Et donc le dernier portrait, cela s'imposait que ce soit sur elle. Alors, il faut dire aussi qu'en rupture avec les femmes qui précèdent, ma mère non seulement ne tenait pas de journal, mais détestait lire. Et les livres. Alors, je prends là. J'ai cédé à la fois à son charme et à celui du pays qu'elle s'était choisi. J'ai accepté, sans la comprendre mieux que la précédente, cette manière d'étrangère, curieuse de rencontres et d'émotions, prompte à se désoler et aussi rapide à se consoler. Cette personne résolue à ne rien apprendre d'aucun livre, qu'il soit de bibliothèque ou de la vie. J'ai changé et j'ai aimé cette femme, ma mère, qui me disait en passant devant le Winter Palace, la résidence Montfleury, la villa Anastasia, le Riviera Palace, la résidence L'Impériale, la villa Cyrnos ou l'Isola Bella, et comme j'en ai ébauché les récits, les histoires des autres, moi, tu sais, ça ne m'intéresse pas du tout. Comme si ces histoires risquaient de la faire arriver en retard à la plage. La 2 chevaux agrandissait le champ des promenades et surtout celui des bains. Le Cap Martin est devenu notre destination favorite. Les rochers, de la blancheur des eaux de sèche, y sont très découpés, déchiquetés. On descend dans l'eau avec précaution. Une eau d'un bleu intense qui, certains matins, évoque une pierre turquoise en liquéfaction. Au début, ma mère, mon frère et moi, nous flottions à proximité. Et puis, chacun, ma mère en premier, parce que même dans l'eau, elle ne savait pas faire du surplace, nous tracions notre propre sillage. Elle, fanatique de son crawl, donc adepte de la ligne droite, Thierry et moi dans une brasse lente et vagabonde. Le plus souvent, après le bain, nous rentrions à la maison. Mais d'autres fois, nous restions manger un pain bagna sous un pain parasol, et puis nous allions marcher sur le sentier Le Corbusier, qui mène à son dernier pavillon. Le Corbusier, s'était étonnée ma mère en découvrant la pancarte. Celui de ta dissertation ? Elle n'en revenait pas que ce nom, par elle si souvent surgi dans l'alignement gris et opaque de mes phrases, se mue sous ses yeux en un sentier de soleil et de splendeur. Elle n'en revenait pas que les mots prennent la lumière. Je riais et je la regardais s'élancer de sa démarche souple et décidée. Ma mère, une femme qui, même chaussée, donnait toujours l'impression de marcher pieds nus. Pour expliquer ce dernier paragraphe, il faut dire que je vais à Menton, et moi j'étais à Aix-en-Provence à ce moment-là, et je fais mon DES en philosophie, mon diplôme d'études supérieures en philosophie. Sur mon sujet, c'est Rousseau et Le Corbusier. Je ne doutais de rien. Et c'était art et nature chez Rousseau et Le Corbusier, parce que j'avais découvert la maison du Fada à Marseille. Et donc mon sujet, c'était comment Rousseau et Le Corbusier avaient utilisé la nature comme modèle et pas comme élément poétique. Voilà. Et donc, je ne savais pas du tout taper à la machine, et ma mère étant sténodactylo, je lui demande si elle voudrait bien, et très gentiment, elle accepte.
Et donc, elle a tapé Le Corbusier, je ne sais pas combien de fois, ce qui lui disait strictement rien. Et là, on est sur le chemin. Et elle voit écrit Le Corbusier. Elle a un choc. Oui. Et elle semble effectivement prendre du plaisir à taper vos travaux. Oui, elle était très très gentille, très bonne. Oui. Et vous faites une très belle confidence, très, très délicate sur le rapport qui vous unit à votre mère et qui va peut-être à rebours d'une relation mère-enfant habituelle, c'est-à-dire un attachement très fort qui va en s'amenuisant. Et vous, c'est l'inverse. C'est exactement l'inverse. Et c'est vrai, j'ai parlé avec beaucoup d'amis ou dans des réunions comme ça, et très souvent, c'est exactement l'inverse. Beaucoup plus souvent, c'est le modèle proustien, c'est-à-dire fusionnel, et puis le lien se distend. Moi, c'est l'inverse. Et juste pour terminer, effectivement, donc sur cette note d'insouciance ou de joie, c'est vrai que ce pays, enfin pour cette installation de votre mère à Menton ou à Nice, ça lui offre une nouvelle vie. Elle est convalescente à son arrivée, et justement pour en revenir aux couleurs, j'ai noté une phrase qui est très belle. Elle troque les habits noirs du deuil surajoutés aux ternes habits de la dépression pour des jupes bariolées et des bijoux fantaisie, pardon. Et donc voilà, elle retrouve littéralement goût à la vie. Oui, mais bon, c'est banal à dire, mais c'est quelque chose qui est très frappant dans tous les lieux de bord de mer. Toutes ces personnes, souvent très âgées, qui décident que la dernière partie de leur vie sera au bord de l'eau. Je parle de ma mère aussi, mais ma grand-mère, ça a été la même chose. Elle a adoré vivre. Et elle est morte à 96 ans, et je me souviens, à 95 ans, je l'accompagnais sur la promenade des Anglais, et elle était parfaitement... c'est jubilant, je veux dire. C'est la beauté, c'est le phénomène de la beauté, je crois, de la beauté et de la douceur de l'air. On n'a pas à lutter, en fait, c'est ça l'essentiel. On n'a pas à lutter contre le monde. Au moins, il vous accueille. Alors, je vais éventuellement plein d'autres questions, mais peut-être parmi vous, il y en a qui en ont aussi. Et si vous avez lu le livre, ou bien si vous voulez rebondir sur ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas. En fait, très peu de personnes ont pu le lire, puisqu'il est sorti vendredi. C'est vrai qu'il est sorti récemment. Oui. Bonjour. Je vous ai écouté cette semaine sur France Inter. Oui. Le matin, vous êtes intervenu. Quel rapport avez-vous gardé avec Arcachon, qui est aussi, vous décrivez tout ça, mais qui effectivement, votre mère ne s'est pas plu là-bas. Il y a eu pas mal de soucis. Et vous, quel rapport gardez-vous à l'océan de manière générale ? C'est mon lieu originel. Oui. Moi, j'ai été entièrement formée j'ai grandi au bord de l'eau, donc à Arcachon, et c'est pourquoi le plein soleil de Nice m'a d'abord été très difficile. Et je sens que j'ai été, presque sculptée par la vie à Arcachon, par les demi-teintes. Arcachon, peut-être vous le savez, mais les quartiers sont divisés en villes. Donc il y a la ville d'hiver, c'est la plus connue, mais il y a la ville d'été, la ville d'automne. Et moi, je suis complètement faite de ça. Au sens aussi où je suis allée plusieurs fois au Japon, j'ai grandi en étant fusionnelle avec les saisons, avec le passage des saisons, et j'ai tout aimé. L'automne, la pluie, tout. Et donc, il m'a fallu un certain temps, justement, non seulement, je le dis là, mais rapidement, pour rejoindre ma mère, mais aussi pour rejoindre le beau temps assez intemporel de la Côte d'Azur. Mais Arcachon, Arcachon, pour moi, c'est la beauté du sable aussi. Par exemple, je déteste les galets. C'est pas la peine. J'en ai pas parlé parce que... Mais j'ai horreur de ça, horreur. Donc, je fais abstraction. Mais Arcachon reste... comment dire, c'est mon lieu primordial. Oui, mais je retourne. Pas très souvent, mais oui, je retourne. Oui. Mais oui, mais j'ai eu beaucoup de mal à retourner, voyez. Mais justement parce que je le raconte là,
oui. Mais ça reste... parce que j'ai vécu Arcachon comme un lieu à ma mesure. Parce que c'est un bassin, c'est protecteur. La dune du Pilat, c'est du sable, c'est pour les enfants, c'est comme un pâté de sable un peu surélevé. Tout m'a paru construit pour l'enfance, pour nous. Donc oui, moi je suis constituée d'Arcachon. Alors ça c'est une seconde soirée où on fait l'océan Atlantique. Mais justement, c'était une hostilité entre ma mère et moi, parce que je sentais qu'elle profitait pas de cette chance. Je comprenais pas la dépression. Et moi, je jubilais. Donc, c'est vrai, il y avait un désaccord, musical même. Non, mais c'est la bonne question, madame. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on peut peut-être poursuivre l'échange de manière plus informelle, oui. Si vous le souhaitez. Oui. En tout cas, merci beaucoup à vous, Chantal Thomas. Merci Benjamin, merci bien. Vous avez écouté à l'instant la romancière Chantal Thomas à la librairie Ombre Blanche, vendredi 13 mars 2026, à l'occasion de la parution aux éditions du Seuil de Femmes sur fond d'azur. Chez cet éditeur, Chantal Thomas a publié récemment Journal d'Arizona, Journal de nage, Café Vivre. Réalisation et mise en onde Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.